mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Formation par le gouvernement haïtien d'une commission d'experts chargée de formuler des stratégies de réponse face au coronavirus. Le Premier ministre haï Jean-Michel Lapin annonce qu'un centre d'information sera bientôt opérationnel afin de fournir des détails sur les moyens de se prémunir contre le Covid-19. Contrairement aux informations relayées par certains médias haïtiens, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé en République dominicaine, selon le correspondant métropole en République voisine, Jean-Michel Carrois. Les policiers n'entendent pas transiger sur leur droit de se réunir en syndicat. L'annonce en a été faite par les avocats du syndicat non reconnu de la PNH, tout en faisant remarquer que ce droit est garanti par la Constitution et les conventions internationales. Le gouvernement haïtien a constitué une commission d'experts chargée de formuler des stratégies de réponse face au coronavirus. Le Premier ministre haï Jean-Michel Lapin indique qu'un centre d'information sera bientôt opérationnel afin de fournir les détails sur les moyens de se prémunir contre le Covid-19. Il rappelle que des dispositions sanitaires ont déjà été adoptées à l'aéroport international en vue d'évaluer la situation sanitaire des étrangers et des Haïtiens ayant effectué un séjour à l'étranger. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Edwin Charles, annonce des séances de formation pour 500 jeunes brigadiers scolaires. Ils auront la charge de former les jeunes des quartiers défavorisés sur les moyens d'empêcher la propagation du virus. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, nous prenons responsabilité, nous, en tant que ministre, pour nous être capables de faire formation pour les cadres du ministère et sans que nous ne pas oublier les brigadiers. Nous gagnons au niveau du ministère à peu près 500 jeunes. 500 jeunes qui ont œuvré. Ce sont des volontaires. Jeunes, ça nous voulons prendre énergie, force, courage pour nous capables de sauver des vies, pour nous capables de faire des préventions, pour nous capables de former les gens, pour nous capables de mobiliser les gens. Si nous ne faisons pas nous-mêmes comme population, comme peuple, c'est difficile pour nous. L'État haïtien, conscient de la situation, et veut bailler le ton. Ils ont commencé à faire travail déjà, mais nous-mêmes, nous ne pouvons faire pas nous. Je dis à nous venir pour nous venir former moun pa nou yo. Nous avons là plus de 25 coordonnateurs qui a œuvré depuis tantôt des années dans l'action civique là et yo même ils commencer pour une séance de formation ça pour capable de propager. La semaine prochaine encore, nous avons un choix des bouquets avec tous nos brigadiers, nos jeunes, nos valeureux jeunes. Il y a là pour prendre formation ça pour aller vendre, pour aller bailler l'autre monde qui dans des milieux les plus difficiles, les plus vulnérables. D'un côté, où t'a dit que monde pas passé. On appelé mon côté Gantio les Maozo, d'un côté les pays pourris. Monde ça a besoin de formation. Monde ça a besoin nous a dit sensibilisation, l'État, notamment le ministère. Nous avons des jeunes qui sont disposés et disponibles. Maintenant, il nous reste tout simplement la formation. Et maintenant, nous avons honneur pour nous accueillir ici à des cadres du ministère, des techniciens du ministère de la Santé publique et de la population qui comprennent ça le coronavirus. Moi-même, dans le secteur médical, mais dans le secteur de jeunes, de sport, eh bien, moun sa là avec nous, qui est capable, pendant plus de 2 heures, de faire des formations, et de faire des séances de simulation, qui pour permettre que à chaque monde qui est dans le pays, à chaque monde qui a regardé la kounia là devant l'écran télévision, à chaque monde qui
qui la transformation pour connaître comment qui ça est obligé de faire pour nous capable de sauver des vies et des biens. Le monde entier ne parle pratiquement que de coronavirus et cette épidémie est en train de gagner du terrain. Le problème qu'il y a pour les responsables, c'est qu'il faut savoir jongler entre une information objective tout en évitant de créer la panique. Nous avons avec nous ce soir sur le plateau le docteur Jude Jean-Jacques, infectiologue et pneumologue. Bonsoir, docteur Jean-Jacques, et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Et nous allons voir ensemble comment parler de cette épidémie mondiale. Voilà. Alors, docteur, on était dans le bureau juste avant de venir, voir un petit peu comment on allait aborder les choses. Bon, comme je viens de le dire, le monde entier ne parle que de ça. Dès qu'on allume la télévision, dans tous les pays, aux États-Unis, en Europe, partout, on ne parle que de ça. Et la plupart des gens connaissent les chiffres importants. Plus de 80 000 personnes infectées dans le monde, etc. Le premier cas qui est arrivé en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, au Nigeria, le premier cas en Amérique latine avant-hier avec le Brésil. Bon, tout ça, ce sont des choses que les gens connaissent. J'aimerais qu'on s'adresse à la population haïtienne pour essayer de les rassurer, parce que jusqu'à présent, premier cas en République dominicaine, fake news. C'est pas vrai. Oui. Ça a été démenti. Donc, maintenant, tout le monde se pose la question, et si ça arrivait sous nous, ça va passer. Comment est-ce que vous voyez la chose de votre côté? Bon, de mon côté, je pense que nous avons la responsabilité en tant que professionnels de la santé de rassurer nos patients, de rassurer la population haïtienne. Mais cependant, nous connaissons tous les faiblesses du système de santé haïtien. Donc, nous allons devoir nous y mettre pour aborder le problème. En fait, en matière de maladies infectieuses, ça va être très difficile pour quel que soit le pays au monde de décider de tester tous les patients qui vont être suspectés d'une pathologie infectieuse. Donc, comme j'avais dit ce matin, ce qui est important, c'est la définition du cas. Quel cas que nous allons considérer comme suspectés, les cas suspects, et ces cas, nous allons devoir faire des examens pour essayer de confirmer le diagnostic. Et maintenant, comment limiter, dans la mesure du possible, la transmission du virus? Docteur, très bien, mais essayons d'aller un petit peu plus au fond des choses. La nouvelle circule que Haïti est équipé, a reçu de l'étranger, des équipements pour faire justement les analyses et décider si c'est vraiment le coronavirus ou c'est une simple infection pulmonaire ou une forte forme de la grippe. Est-ce que vous confirmez que nous avons ces équipements en Haïti? Et oui, d'après le ministère, il y a une équipe qui a été déployée au niveau de l'aéroport. Oui. Et cette équipe est en mesure de prendre la température, de faire les tests. Et le test est actuellement, ce qu'a dit le ministère, disponible en Haïti. Oui, mais, donc vous confirmez? Oui. OK. Maintenant, deuxième cas, une fois que le cas est confirmé, que c'est bien un cas de coronavirus, quelle que soit sa gravité, tous les pays du monde jusqu'à présent n'ont appliqué que la même politique, quarantaine, pendant 15 jours. On a vu le cas de passagers sur des paquebots bloqués, confinés dans leur cabine, enfin, bonne balle. Alors, si ça se produit en Haïti, est-ce que nous avons déjà des lieux suffisamment isolés, suffisamment aseptisés pour permettre de mettre des gens en quarantaine? Bon, cette réponse, c'est au ministère de la Santé publique de vous donner cette réponse. Mais ce que je pense, nous avons affaire à une pathologie, n'est-ce pas, dont
le traitement est un traitement supportif. Donc, isoler, et le ministère va devoir réserver des espaces des institutions sanitaires pour pouvoir faire l'isolement. Mais ce que j'ai toujours dit à tout le monde et aussi à mes étudiants de plusieurs facultés de médecine, je leur ai dit toujours, isoler quelqu'un ne signifie pas que vous allez laisser la personne quelque part et pour mourir. Vous allez isoler la personne et vous donner à cette personne les soins nécessaires, les soins adéquats. Parce que l'isolement, c'est pour éviter la propagation. C'est pour limiter la propagation. Voilà, oui. Parce que vous ne pouvez pas éviter à 100%, mais vous limitez. Parce que pourquoi on fait l'isolement pendant 15 jours au maximum? C'est parce que on a pu déterminer à travers les études qui ont été réalisées sur les caractéristiques cliniques, épidémiologiques et également sur la période d'incubation que c'est au cours de cette période, allant de 2 à 15 jours, que le patient peut commencer à développer les symptômes. Donc le nombre de jours maximum, c'est 15 jours, le minimum, c'est 2 jours. Donc on a décidé d'isoler pendant 15 jours. C'est ça, pour ne pas prendre de chance. C'est ça, pour ne pas prendre de chance. Mais ça ne veut pas dire... À ce moment-là, vous considérez ces cas comme des cas suspects. Ça ne veut pas dire que le patient va automatiquement... Oui, c'est effectivement. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des cas suspects. Oui, c'est ça. Bon, vous me disiez hors antenne que vous exerciez également votre métier de médecin à l'hôpital du Canapé Vert. Imaginons que demain matin, vous découvriez quelqu'un, vous faites les tests et cette personne, il n'y a plus aucun doute, est atteinte du coronavirus. Qu'est-ce que vous en faites? Donc, je suis attaché au service des urgences de l'hôpital du Canapé Vert et également au service de médecine interne de l'hôpital. Donc, en termes de cette question, revient de la politique de l'hôpital. Oui, ce que je dis vous, je ne dis pas vous, docteur Jean-Jacques, exactement. Mais l'hôpital. Exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au Canapé Vert, j'ai constaté et j'ai vu, et la direction médicale a pris les dispositions en termes de certains matériels qu'on a mis à la disposition de l'hôpital, des conseils qu'on a donnés aux infirmières et aux médecins. Ils ont mis des affiches à l'hôpital pour porter les médecins, les infirmières à adopter certaines pratiques, certaines bonnes pratiques comme le lavage des mains, etc. Oui, donc ils ont fait de leur mieux. Pas toutes les 20 secondes quand même. Pas toutes les 20 secondes. Ça allait être très difficile, 20 secondes. Enfin, donc, il y a un protocole comme ça qui demande de se laver les mains chaque 20 secondes? Il y a un de vos collègues médecins qui a recommandé de se laver les mains toutes les 20 secondes. Bon, enfin, passons, fermons cette parenthèse. Oui, donc, je reprends les termes du début, docteur Jean-Jacques. Vous pensez, non pas qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais qu'il faut éviter de paniquer. Oui, il ne faut pas paniquer. Il ne faut jamais paniquer. OK, d'accord. Vous avez confirmé que le ministère de la Santé publique a reçu des équipements qui permettent de faire les premières analyses et donc de décider si oui ou non. Nous savons aujourd'hui que sur l'ensemble de l'île, c'est-à-dire les 2 républiques, il n'y a pas encore de cas déclarés. OK. Dans toute l'Amérique latine, un seul cas au Brésil et dans toute l'Afrique subsaharienne, un seul cas au... Qui pays encore oublié. Bon, peu importe, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Et puis il y a quand même beaucoup de cas de guérison en Europe en particulier, en Italie, en France, on suit ça, évidemment, ils ne parlent que de ça. Il y a quand même beaucoup de cas de guérison. Écoutez, la France, il y a quand même 11 cas de guérison, ou plutôt de rémission, comme vous dites. 11 cas de rémission sur 17 cas déclarés. 11 sur 17, c'est une proportion confortable et rassurante. Rassurante et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous prenez la proportion de personnes qui sont rétablies, OK, et les gens qui ont décédé, ce qu'il faut regarder, lorsque vous parlez de mortalité, avant d'appliquer ça à la population générale, il faut voir les caractéristiques de ces personnes qui ont décédé. Regardez les caractéristiques.
Et là encore, c'est rassurant. L'âge, exactement. Parce que tous ceux qui sont morts, c'est 80 ans. Pas plus tard que hier soir, j'ai regardé, parce que l'OMS fait ce que nous appelons la notification systématique des cas. Les pays font et notifient de façon systématique certains cas à l'OMS. Et si vous regardez les patients qui ont décédé du coronavirus, c'est surtout des patients qui ont des tares préexistants, des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, qui ont un diabète mal soigné, des insuffisance cardiaque. Voilà, c'est ça. Donc ce sont surtout ces patients qui ont décédé. Et heureusement, nous avons la possibilité, si un patient développe un syndrome grippal, de contrôler les signes et les symptômes. Et ce que cause le coronavirus, c'est un syndrome grippal. OK? Oui. Comme généralement, et c'est pourquoi vous allez voir que dès que vous prenez en charge les signes et les symptômes correctement et que le patient n'a pas d'autres problèmes associés, il s'en sort très bien. Il s'en sort. Curieusement, vous l'avez remarqué aussi, les enfants et les bébés ne sont pratiquement pas concernés. Pourquoi? Les statistiques mondiales. Ah oui, les statistiques mondiales. Dans les notifications de cas, c'est surtout, vous avez l'impression que les décès concernent beaucoup plus les personnes qui sont beaucoup plus âgées. À partir de 25-30 ans, mais en dessous, les 2 ans, 3 ans, 5 ans, 0,001%, etc. Bon, l'Organisation mondiale de la santé vient de porter le niveau de la menace à très élevé, en général. Mais nous ne sommes pas encore au stade de pandémie. On n'a pas encore atteint la pandémie. Non, ils n'ont pas encore déclaré qu'on est au stade de pandémie. Okay, d'accord. On est toujours au stade d'une épidémie considérée comme une épidémie mondiale qui peut atteindre le stade de pandémie à n'importe quel moment. Très bien. Alors pour finir, là, peut-être en quelques mots, on va profiter de votre présence en tant qu'infectiologue et pneumologue. Rappelez-nous quelques conseils sérieux, s'il vous plaît, de mesures et de précautions qu'il faut prendre pour éviter soit de l'attraper, soit de la propager. OK. Et le premier conseil, c'est que je dois dire aux gens, en matière de prévention, la première chose, c'est de ne pas paniquer. De garder son calme, n'est-ce pas? Et maintenant, d'appliquer les mesures appropriées. Et les conseils au ministère, c'est tout d'abord de faire en sorte de mettre les moyens à la disposition des institutions. Aux patients ou bien à la population, je dirais que ce sont des mesures simples. C'est le lavage des mains. Okay? C'est également la possibilité aussi de se faire soigner à temps. Parce que si un jour on arrive à avoir ça ici en Haïti et que les malades que nous avons avec le coronavirus ne se font pas soigner à temps, la possibilité de transmission va être beaucoup plus élevée. Et n'oubliez pas, il s'agit d'une pathologie virale qui atteint les voies aériennes supérieures, dont la transmission va se faire par les gouttelettes d'eau, d'éternuement. Donc la proximité est importante, les contacts directs c'est important. Donc se laver les mains, et c'est vraiment le lavage des mains, c'est vraiment le point le plus important. Parce que quand on regarde la télévision, dans beaucoup de pays, on voit les gens au Japon, en Corée du Sud, etc. On voit tous les gens avec des masques. Quant à la Chine, n'en parlons pas, ils sont tous masqués. On a atteint une pénurie de masques dans le monde. Mais nous ne sommes pas à ce stade parce que nous n'avons pas le coronavirus en Haïti. Donc nous ne sommes pas. Magnifique. Mais ce qu'il faut faire, c'est ce que vous faites là. C'est ce que vous faites là, c'est l'éducation. Voilà. Éduquer la population et à ce moment, au cas où on ait ce problème en Haïti, la population serait déjà prête à affronter. Comme on avait fait pour le choléra. Comme on avait fait pour le choléra, oui, c'est etc. ça. Exactement. Bon, eh bien, docteur Jean-Jacques, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Merci surtout d'avoir tenté de nous rassurer, même si ce n'est pas très rassurant, mais au moins vous nous avez donné des paroles de sagesse. Et éviter surtout la panique, rester calme et prendre des mesures élémentaires d'usage pour éviter. Et continuer à prier pour que le virus ne rentre pas chez nous, ne passe pas les frontières.
On va garder notre cas, mais on va rester rassurés. Donc ça a été un plaisir pour moi de collaborer avec vous et dans votre journal. Donc j'espère retourner encore parler de notre sujet une prochaine fois. Et nous donner encore de bonnes nouvelles. Au revoir, docteur Jean-Jacques. Merci infiniment. Voilà, donc c'était le docteur Jude Jean-Jacques, infectiologue et pneumologue, qui nous parlait du coronavirus, en particulier du côté haïtien, ce qu'il convient de faire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cas déclarés, ni ici, ni à la République voisine, donc on est encore plus ou moins tranquille. Mais si ça devait se produire, vous savez ce que vous devez faire. Les rumeurs faisant état de l'introduction du coronavirus en République dominicaine sont infondées, informe le correspondant de Radio Métropole en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Il n'y a aucune confirmation officielle, a dit M. Carrois, estimant que 2 autres informations relatives au coronavirus ont pu être mal interprétées. En effet, les responsables de la migration dominicaine ont fait état de l'arrestation de 7 ressortissants chinois en provenance du territoire haïtien. Appréhendés dans la ville frontalière de Dajabón, les ressortissants chinois ont été libérés après une évaluation par le système sanitaire dominicain. Par ailleurs, les autorités sanitaires dominicaines ont interdit aux passagers et membres d'équipage d'un navire de croisière de toucher le sol dominicain. Selon certaines informations, 8 passagers étaient suspectés d'être porteurs du Covid-19. Il y avait 1512 personnes à bord de ce navire qui voulaient accoster dans la ville de La Romana. Le pays n'est pas prêt pour faire face à une éventuelle introduction du coronavirus. Ce sont les déclarations faites par des citoyens de la capitale qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cette épidémie. Des chauffeurs de taxi, des petits commerçants, entre autres, ont affirmé que ce sera une catastrophe en raison de la précarité du système sanitaire haïtien. Ils promettent de respecter les règles d'hygiène. Interrogés par Métropole, certains se montrent très critiques vis-à-vis de l'État haïtien qui, selon eux, n'a rien fait pour équiper les hôpitaux. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ce n'est plus un secret à présent, coronavirus gagne tout terrain. Dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde, le virus a été retrouvé. En Haïti, ce n'est pas le cas. Toutefois, il faut se préparer à toute éventualité. Du côté de la population, comment sont les réactions ? Encore au stade d'étude en vue de mieux cerner sa pathologie endémique, le coronavirus continue de faire des victimes, de toucher chaque jour plus de pays et davantage de personnes. Certes, cette maladie n'est pas encore parvenue en Haïti, mais la question est au cœur de l'actualité et fait des débats. Ces chauffeurs de taxi se montrent confiants dans les avantages naturels du pays. J'aimerais lier contact moun à moun, ou prendre l'argent, ou prendre quelque chose objet au cas prendre. Mais c'est pas pour ça. Comme nous-mêmes en Haïti, si la maladie s'est entrée, nous avons un soleil là, la soulage nous en pile avec vieille maladie. Parce que le conseil de maladie nous tendons dans notre pays, mais elle va arriver en Haïti. Commerçantes depuis plus de 5 ans au marché de canapé vert, elles sont au courant de l'existence du virus et des bruits qui courent sur ce fléau national. Toutefois, ces marchandes se montrent fatalistes. Mais nous ne pouvons pas demander pour l'arrivée parce que nous ne savons pas comment l'arrivée encore nous comment on a supporter la maladie. Comme beaucoup connaissent, c'est dit, nous beaucoup. Comment ne pas être au courant, se demande ce quadragénaire rencontré au centre-ville. Vu les conditions de fonctionnement des hôpitaux haïtiens, il émet des doutes sur l'efficacité du système de santé national. Pour nous préparer, pour nous faire prévention, l'État a supposé pour nous amener pour nous faire prévention, pour nous confronter Sylvini. Nous ne sommes pas prêts pour Sylvini, non, mais nous-mêmes Sylvini, il faut nous recevoir pour nous confronter. Auprès de chaque interlocuteur, on ressent la peur d'une introduction de la maladie dans le pays. D'ailleurs, il critique les autorités. Malgré quelques timides interventions, l'État a failli à sa mission selon ses interrogés. Non, nous ne pouvons pas parler de l'hôpital. Nous ne pouvons pas parler de l'hôpital en Haïti. Nous ne sommes pas prêts pour l'hôpital. Nous ne pouvons pas prêts. Nous ne pouvons pas prêts. Même après 50 ans, nous ne pouvons pas prêts. L'État est un État faillite lié. Faut que nous ayons une préparation. Il n'y a pas de préparation pour nous-mêmes comme Haïtiens.
Le ministère de la Santé se montrait encore dernièrement rassurant. Si un éventuel cas était découvert en Haïti, le système de santé haïtien serait-il en mesure d'agir? Cette perspective fait frémir ces citoyens de la capitale qui préfèrent se voiler la face. Il ne va pas faire face à elle parce que il y a trois problèmes. C'est le qui est venu mettre tout, puis il faut mourir. Premièrement, on va à l'hôpital. Deuxièmement, on va à un gouvernement. Le gouvernement parce que c'est de malheureux. À encore les interroger, coronavirus est un sujet de grande préoccupation. Haïti est-il vraiment prêt à faire face à cette épidémie? Difficile de répondre à cette question. Cependant, les autorités se veulent rassurantes. Des dispositions sont prises selon les membres du ministère de la Santé publique et de la Population. Mais toujours est-il que les citoyens de la capitale et ceux des villes de province sont inquiets par rapport à la vitesse à laquelle le virus se propage et vu la faiblesse du système de santé haïtien. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Mouvement pour une candidature unique, MCU, a organisé ce vendredi un atelier débat au cours du thème « Le réveil de la diaspora dans la politique haïtienne ». Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une démarche de sensibilisation en vue d'encourager la diaspora à s'impliquer dans les affaires politiques du pays. Le MCU étudiera les programmes de chaque candidat et désignera celui qui paraît le plus bénéfique pour la population, a fait savoir l'un des membres fondateurs du mouvement, François Turnier. Suivez les explications de M. Turnier du MCU. En raison de manque d'implication des Haïtiens vivant à l'étranger dans le processus de développement d'Haïti, le mouvement pour une candidature unique, MCU, se donne pour mission de contribuer à une meilleure participation des Haïtiens de l'extérieur dans la vie socio-économique, socio-politique et économique de notre cher Haïti. Ça, c'est mission MCU. Donc, et via cette mission, eh bien, l'idée salve pour objectif MCU, nous, les membres et fondateurs et initiateurs MCIA, nous gagnons les objectifs de MCU. Objectif MCU, afin d'impliquer les Haïtiens vivant à l'étranger dans les différents secteurs de la vie nationale, le mouvement pour une candidature unique se donne les objectifs suivants. Premièrement, être une force de proposition à la nation haïtienne. Deuxièmement, création de l'espace des Haïtiens vivant à l'étranger, espace vie, et qui déjà existait en Haïti. Donc, espace vie, gagner au moins 10 pôles de développement. Pôle santé, éducation, et culture, investissement, projet, etc. Donc, et troisièmement, création d'une commission juridique susceptible de vérifier les pièces des potentiels candidats aux élections en Haïti. Et quatrième objectif pour finir, mise en place de la haute autorité des primaires représentant les Haïtiens vivant à l'étranger. Le dialogue entre le haut commandement de la police et les responsables du syndicat non reconnu de la PNH a eu lieu le jeudi 27 février au local de l'Office du protecteur du citoyen OPC. Il s'agit d'échanges directs entre les membres de la commission spéciale de facilitation et de dialogue d'une part et les policiers révoqués et leurs avocats d'autre part. Les discussions ont eu lieu dans la sérénité autour des deux dossiers prioritaires que sont la reconnaissance du syndicat des policiers et la réintégration des 5 policiers révoqués. Les avocats des policiers, maître Patrick Pellissier et Vladimir Gassan, assimilent l'annonce de la révocation à des persécutions en raison de leur implication dans les revendications des policiers. La coordinatrice du syndicat, Yannick Joseph, portait son uniforme lors des négociations.
Les policiers n'entendent pas transiger sur leur droit de se réunir en syndicat, assurant que ce droit est garanti par la Constitution et les conventions internationales. Les membres de la commission devront soumettre les revendications des policiers au directeur général de la police. Il s'agissait de la première rencontre entre la commission et les responsables du syndicat des policiers. Les 2 points débattus sont considérés comme des préalables dans le cadre des prochaines étapes de la négociation. Les policiers syndiqués et leurs avocats se sont gardés de faire des commentaires sur le mouvement de protestation dans les rues. Ils font valoir que leurs démarches s'inscrivent dans une logique institutionnelle. Donc l'optique suprême, c'était discuter sous problème syndicat et sous problème policier yo dit que yo évoqué. Donc son première phase qui fait dans la sérénité, nous pouvons gagner conclusion, mais ça qui est important c'est que nous là pour nous défendre droit policier yo gagner pour yo revendiquer. Nous discuter sur des points qui faciliter yon sorti qui a bon pour Haïti, on sorti qui a sauvé institution policière là, on sorti qui conforme aux normes. Ça veut dire qui conforme à la Constitution, qui conforme aux conventions internationales. Et ça, c'est des premières rencontres. Et nous pensons que nous avons garanti qu'il y a plusieurs autres rencontres jusqu'à ce que nous éventuellement sortions dans l'impasse. Maintenant, quand après nous discuter, et nous discuter justement sous des points juridiques, sous convention internationale et sous constitution qui baille policiers droit pour au fond syndicat. Donc pratiquement c'était ça. Et puis sous soi-disant révocation 5 policiers qui plus semblaient avec une persécution et le fait qu'il y a défendu droit syndical. La cérémonie de collation de diplôme de quelques personnalités et pasteurs ordonnés aspirant à devenir aumôniers ou officiers de police chapelain a eu lieu ce vendredi 28 février. Une initiative de la Fédération internationale du ministère de police chapelain et IFPCM. En marge de la cérémonie, l'IG de la PNH Franz Termilus, également officier de police chapelain, a mis l'accent sur le rôle des nouveaux aumôniers dans l'avancement de la société haïtienne. Il est impératif que les citoyens haïtiens comprennent l'urgence et la nécessité de l'entraide dans le contexte actuel, a-t-il soutenu. Dépouiller cœur pour aider l'autre, tout le monde qui fait choix pour aider les gens qui sont en prison, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes de santé, par exemple, des désastres qui fait, par exemple, imaginez nous-mêmes qui toujours a gagné tempête, à n'importe quel moment, lorsque chrétien, ou quitter l'église pour aller aider les gens qui sont victimes. À chaque fois qu'on chrétien et des victimes, ou font acte d'aumônier, et dans ce cas, ou chapelain. Chapelain, c'est un souci pour aider les prochains. Chaque fois qu'on a une autorité, ça, l'église bon autorité, ça, dans le cœur pour aider l'autre prochain. Raison que nous faisons ça, nous organiser. Chapelain, c'est, on a dit, c'est esprit de service, nous organiser. Au lieu que le était avec chaque monde pour faire jongler, et bien nous-mêmes nous organiser pour aider l'autre monde, souci pour nous porter soutien nous, bah, tout le monde, côté dans la prison, côté malade, côté dans tempête, côté dans désastre, n'importe désastre naturel, du feu, quel que soit désastre, de pouvoir porter soutien en tant que chrétien, et bien c'est l'esprit chapelain qu'il faut voir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.